Comme les autres volontaires, cette fille de 21 ans perçoit 4 € par mois, l'équivalent de 2 passes à Douala, en dédommagement du temps perdu pour la visite mensuelle. Une vraie misère, mais elle a tout de même accepté pour accéder à des soins qu'elle ne peut pas se payer. Cet homme est un professionnel du sida, un partenaire privilégié des labos pharmaceutiques au Cameroun. Il y a un an, Alexis Boubda a reçu une grosse commande pour le compte d'un laboratoire américain. 800 000 $ pour recruter 400 femmes, des volontaires, pour tester un médicament qui pourrait protéger contre le virus du sida. Pas n'importe quelle femme. Des filles faciles, des prostituées qui n'ont pas le sida, mais qui prennent des risques. Ciblons les femmes qui sont en haut risque, c'est-à-dire les femmes qui ont plusieurs partenaires, au moins 3 partenaires par jour. Une femme mariée, bon, si elle est fidèle avec son mari et que son mari lui est fidèle, ça sera difficile qu'il y ait une infection. Mais par contre, des personnes qui déjà, par définition, ont déjà des partenaires multiples, sont déjà exposées d'office, parce que rien que le seul fait d'avoir des partenaires multiples expose déjà la maladie. C'est pour cela qu'on cible cette population. Il y a un mois, ces 400 cibles ont toutes été recrutées. Et c'est ici que les tests viennent de commencer. Donc tout ce bâtiment, tout ça c'est le centre, quoi. Ce centre flambant neuf surplombe un des bidonvilles de Douala, la capitale économique du Cameroun. Ce quartier n'a pas été choisi par hasard. C'est ici que vit une partie des 7000 prostituées de la ville. Des femmes très pauvres qui font commerce de leur corps sans capote, si on y met le prix. La prostitution en tant que telle, elle n'est pas légale au Cameroun. Donc sur le plan légal, on ne peut même pas parler de prostituées. C'est pour ça qu'on parle de filles à partenaires multiples. Et pour nous, pour cette étude, nos participants doivent remplir ces critères, parce que si elles ne remplissent pas les critères, on ne pourra pas à la fin de l'étude on ne pourra pas avoir des données fiables. Des critères, des données fiables, Alexis Boubda applique à la lettre le protocole de l'association américaine Family Health International qui supervise le test et qui l'a recruté. Une association réputée avec des parrains prestigieux. L'essai est sponsorisé par la fondation Bill et Melinda Gates. Il y a 2 ans, le pape de l'informatique a débloqué 6,5 millions $ pour financer l'étude. Car le même test doit se dérouler dans 8 pays du tiers-monde. Plus de 2000 prostituées sont concernées. Dans le centre d'accueil de Douala, on s'affaire. Les premières recrues ont commencé à prendre leurs médicaments depuis le mois de septembre. Une fois par mois, le docteur Mello les convoque pour un bilan de santé, mais surtout pour vérifier si elles sont toujours séronégatives. Voici le box où on leur donne les comprimés. Et juste à côté, celui des mauvaises nouvelles. Le conseil, c'est pour les patients qui ont été dépistés positifs, c'est ici qu'on leur annonce le résultat en toute confidentialité. À ce moment, la personne sort et puis on lui annonce son résultat. C'est ici qu'on annonce les résultats des tests. La contamination est possible et c'est même là-dessus que repose l'essai. Les 400 qui sont enrôlées sont toutes négatives. Elles doivent prendre la pilule et après, à la fin, on voit, après 12 mois de pilule, on voit combien sont devenus positifs. Dans chaque groupe, parce qu'il y a 2 groupes. Voilà, dans chaque groupe. Donc, dans le groupe qui prend la pilule, on va voir combien sont devenus positifs et combien sont devenus positifs dans un autre groupe qui prend la pilule, mais qui prend le placebo, qui prend sans molécules, sans principe actif. Sans principe actif. Et si la différence est importante, à ce moment-là, on pourrait penser que la pilule peut avoir un effet pour prévenir la contamination par le VIH. On appelle ça un essai randomisé. Cela ressemble à une roulette russe. Quelle que soit l'efficacité du médicament testé, la moitié des volontaires n'est pas du tout protégée. 200 prostituées absorbent une pilule factice, un placebo, sans savoir s'il s'agit du faux ou du vrai comprimé.
Bien sûr, on les incite à utiliser des préservatifs, du moins officiellement, car l'étude ne peut fonctionner que si les filles s'exposent. Malgré le fait que nous sommes en train de tester un produit, le côté sensibilisation, le côté information, on met beaucoup d'accent sur ça et on met à leur disposition autant de condoms qu'elles veulent. Mais si elles mettent des condoms, elles réduisent l'efficacité du test en quelque sorte. Comme je vous ai dit précédemment, nous avons affaire aux êtres humains. Donc ce n'est pas le fait de pouvoir donner le condom qui va empêcher à la fin de l'étude de pouvoir vérifier l'efficacité du produit ou pas. Ce produit, le voici. Son nom est Viread, un antirétroviral utilisé depuis 3 ans pour traiter les malades du sida. Ses ventes ont déjà dépassé le $1 milliard. Aujourd'hui, le laboratoire Gilead qui le fabrique a décidé de le tester en pilule préventive du sida dans l'espoir d'en faire un nouveau succès planétaire. Pourquoi des femmes camerounaises acceptent-elles de jouer le jeu d'un essai qui mise sur leur contamination? Nous avons rencontré la responsable de leur recrutement. Pendant des mois, Falimatou a sillonné les bidonvilles pour enrôler les filles. Nous lui avons demandé quels étaient ses arguments pour les convaincre. Il y a déjà l'intérêt de la protection personnelle, l'intérêt de la santé publique en général, et puis l'intérêt qu'elles peuvent aider à ce que les femmes aient une méthode qui puisse les protéger, quoi. Elles peuvent aider les autres femmes. Mais à ce jour, on ne sait pas si ça marche, hein, c'est ça? Non, on ne peut pas encore le dire, c'est trop tôt. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas leur dire que si elles prennent ça, elles sont protégées pour l'instant? Non, non, ce serait leur donner une information erronée. Pour les organisateurs, les filles seraient donc conscientes du danger. Nous avons voulu vérifier. Anne a refusé de faire partie du test. Cette jeune fille est une occasionnelle. Elle a un métier, coiffeuse, et surtout un médecin qui l'a mise en garde. Mais ce n'est pas le cas de toutes ses copines, des prostituées régulières pour la plupart, qui n'ont manifestement pas tout compris. Elle nous parle d'une amie qui fait partie de l'essai. Elle se dit que déjà elle est vaccinée, ça y est, ça va, elle ne pourra plus jamais attraper le sida avec ce médicament. Je ne sais pas si elle se protège, ça je ne sais pas, mais quand on le prend déjà, ce médicament, pour des gens qui ne sont pas éveillés, pour des gens qui ne sont pas cultivés, à mon avis, ils sont assurés qu'avec ce médicament, ils ne pourront plus jamais attraper le sida. Cette jeune fille que tu connais bien, tu as essayé de lui expliquer qu'elle n'était pas protégée ou que peut-être... Oui, j'ai essayé de lui expliquer qu'il n'y avait pas encore de vaccin contre le sida et qu'il n'y a pas de médicament qui protège contre le sida. Il n'y a pas encore de médicaments. S'il y avait le médicament, on devait en parler partout. Les radios devaient en parler, les télévisions et tout. Et qu'est-ce qu'elle répond à ça? À mon avis, elle est naïve, elle est inconsciente, elle m'a pas écouté. Hein. Pour Anne, laisser un effet pervers, certaines filles se sentent protégées. Une conséquence dramatique dans un pays où les chiffres sont éloquents. 1 fois sur 2, les prostituées camerounaises n'utilisent déjà pas de préservatif. Kalistalom a décidé de dénoncer ces tests. Son association est la seule à Douala à s'inquiéter des droits des volontaires dans ce genre d'essai. Pour Kalis, il s'agit d'une expérimentation cynique qui appâte des prostituées vulnérables avec la promesse d'un simple suivi médical gratuit. Nous avons ce sentiment qu'il y a des chercheurs qui viennent faire un peu de l'aventure au Cameroun parce qu'ils pensent que c'est un terrain où on peut s'amuser à faire n'importe quoi sur n'importe qui. On se sert des pauvres citoyens en leur faisant miroiter qu'il y a des examens gratuits qu'on peut leur faire et comme ça elles sautent sur l'occasion et elles se livrent à cette pratique-là.
Grâce à Calice, nous allons rencontrer une jeune femme qui participe à l'essai dans un coin isolé de la ville. Comme les autres volontaires, cette fille de 21 ans perçoit à 4 € par mois l'équivalent de 2 passes à Douala en dédommagement du temps perdu pour la visite mensuelle. Une vraie misère, mais elle a tout de même accepté pour accéder à des soins qu'elle ne peut pas se payer. Ils avaient des choses intéressantes à nous proposer. Comme quoi? Comme ce bilan de santé qui permettait aux filles de passer tous les mois gratuitement. Un vrai bilan de santé, ça peut aller dans les 25-30 000 francs CFA. C'est beaucoup d'argent. Enfin, c'est beaucoup. On fait des tests de grossesse, des tests du sida et des tests pour dépister aussi les MST. Et les maladies liées au foie, au rein, quelque chose comme ça. Voilà un bilan de santé qu'on te propose gratuitement. Bon, je ne vois pas pourquoi on hésiterait. Cette jeune femme témoigne à visage caché car les organisateurs ont menacé de l'exclure du projet si elle nous parlait. Pourquoi ont-ils refusé de nous laisser rencontrer leurs recrues? Peut-être pour nous cacher une information capitale qu'elles auraient pu nous donner. Nous avons réussi à nous procurer le formulaire de consentement que les participantes ont signé avant d'entrer dans l'essai. Voici ce que nous avons découvert. Dans ce document, les organisateurs mettent gentiment en garde leurs recrues. En cas d'infection par le virus du sida, vous pourrez éprouver de l'angoisse et du stress. Mais la ligne suivante est sans appel. Nous ne procurons pas de traitement pour le sida. Une décision surprenante pour un labo qui fabrique un médicament pour les malades du sida. Si une fille devient séropositive, que se passe-t-il? Ben, si elle le devient, le projet nous fait part de ce point-là, dès le départ, que si jamais une fille devient séropositive, elle pourrait être orientée vers des centres, mais ne sera pas prise en charge. S'ils ont entrepris de faire des recherches sur le virus du sida, ils peuvent au moins aider ces filles-là, je ne sais pas, se faire soigner. Dans le protocole, les organisateurs se contentent en effet de préciser « Nous pourrons vous aiguiller vers des cliniques où vous devrez payer. » Au Cameroun, une prise en charge globale du sida peut coûter l'équivalent d'un SMIC local. Une vraie fortune pour des jeunes filles qui se prostituent par nécessité. Nous avons décidé de demander des explications aux médecins qui supervisent l'essai à Douala. Ce docteur dirige un centre de santé publique dans la ville. Ici, tous les jours, son personnel organise des causeries, des actions de sensibilisation sur le sida. Sortir, hein? Qu'est-ce que nous devons faire pour éviter les infections sexuellement transmissibles? Ils doivent attendre. Après 2 heures d'attente, le docteur Edinguet nous a reçus. Bizarrement, l'homme qui pilote l'essai ne se souvient plus très bien du contenu du protocole. Si les filles deviennent séropositives, que se passe-t-il ensuite pour elles? Qu'elles deviennent séropositives, ou même celles que nous dépistons séropositives, elles sont prises en charge. Vous les prenez en charge ici? Nous les prenons en charge, et non seulement ici, même avec nous travaillons avec d'autres associations qui œuvrent dans ce sens-là. Qui ça? Bon, il y en a, je ne vais pas les citer. Donc c'est pas ce que vous faites là, c'est pas ce qui est écrit dans le protocole? À ma connaissance, peut-être je n'ai pas le protocole assez clair dans ma tête. Nous avons un projet de suivi des malades séropositifs avec Médecins sans frontières suisses. Nous sommes allés voir Médecins sans frontières. Le docteur Edinguet n'a pas dit la vérité. L'organisation humanitaire n'est pas partenaire de l'essai, bien au contraire. En fait, sa responsable a décidé de se porter au secours des volontaires quand elle a découvert que les filles infectées n'étaient pas soignées. Vous n'avez pas de partenariat particulier avec cet essai? Non, ça n'a rien à voir. Hein. Par rapport à l'essai, donc ce qui s'est passé, nous on a su en juillet qu'il allait y avoir un essai au niveau de l'arrondissement, du quartier où nous on travaille. Hein.
Donc ce qu'on a fait, c'est que on a essayé de prendre un petit peu d'informations au niveau du protocole, au niveau de ce qui s'est passé, de ce qu'ils ont voulu introduire. Et pour ce protocole, on a vu qu'il y avait quand même certains éléments qui étaient un petit peu légers, on va dire, sur la prise en charge de la maladie. Hein. C'est pour cela qu'il était inimaginable de laisser ces participantes sans prise en charge thérapeutique compte tenu du nombre susceptible de devenir séropositif, j'imagine. C'est pourquoi, oui, hein, c'est pourquoi il a fallu, de notre côté, on ne pouvait pas laisser des laissés pour compte. Tous les patients sont les mêmes et ce genre de personnes doit absolument avoir aussi la possibilité d'accéder à des soins de qualité et complets. Au Cameroun, les volontaires séropositifs ne sont plus délaissés. Mais dans les autres pays, l'essai applique la même méthode. Pas de prise en charge en cas de contamination. Au Cambodge, sa mise en place a provoqué un tollé. Nous voici à Paris, à l'hôpital Kremlin-Bicêtre. Le professeur Delfrécy est responsable des essais thérapeutiques à l'Agence nationale de recherche sur le sida, de spécialistes sur l'éthique de l'essai Vired. Il l'a désapprouvé. J'avais émis donc un certain nombre de réserves, non pas sur le fond même de cet essai qui peut être intéressant, mais sur les conditions dans lesquelles il était mis en place. Et donc l'absence de prise en charge? Eh bien, je trouve que c'était une lacune et que très clairement, c'est ce que demande le milieu associatif, en tout cas dans les pays où ça continue, qui est une réflexion sur la prise en charge de ces femmes. Et c'est une nécessité. Et c'est ce que nous faisons dans le cadre, par exemple, de tout essai, dans le cadre de l'Agence nationale de recherche sur le sida, ne s'intéresse pas seulement à la partie ponctuelle de l'essai, qui peut durer 6 mois ou 1 an ou 18 mois, mais nous avons une charte éthique de mise en place d'un essai thérapeutique dans les pays du Sud qui s'accompagne sur une prise en charge globale à la fois du patient, voire même dans certains cas de la famille du patient, sur le moyen et le long terme. Pourquoi a-t-il été autorisé au Cameroun? Cet homme est chargé de contrôler les essais cliniques au ministère de la Santé. Mais son service a été créé après le lancement de l'essai, c'est-à-dire trop tard pour l'autoriser ou même l'interdire. Si ce protocole avait été soumis à votre administration, c'est-à-dire qu'elle n'existait pas au moment où il a été mis en place, qu'auriez-vous exigé? Nous aurions exigé d'abord qu'une attention plus importante soit accordée aux dispositifs de soins par rapport aux volontaires. Et parmi ces soins, il y a les soins après le conseil dépistage qui a été fait, et éventuellement le suivi et la prise en charge psychosociale au cas où les malades deviendraient séropositifs dans l'étude. Il paraît assez surprenant que ce laboratoire qui dispense de l'ARV Vired pour son protocole s'en dispense si jamais les filles deviennent séropositives. Alors, j'ai envie de vous dire cette question. Le jour où j'aurai la chance d'avoir un responsable de Vired en face de moi, je la lui poserai. Qu'est-ce que vous lui demanderez? Je lui demanderai de m'expliquer pourquoi ce genre de comportement. Et je lui demanderai qu'avez-vous fait de manière spécifique pour les pays africains. Cette question, je la poserai. Car ce pays est l'Eldorado des labos, celui qui concentre la plus grande variété des virus du sida, le plus grand nombre de tests pirates. En l'absence de loi sur la protection des cobayes, les grands labos occidentaux ne sont pas prêts de s'encombrer avec les questions d'éthique. À propos de ce reportage, alors est-ce que c'est à ce point-là la jungle dans les tests, qu'on fait ce qu'on veut, il n'y a pas de règles? Non, je ne crois pas. Enfin, moi j'ai pris mes renseignements auprès des autorités de santé du Cameroun. Et oui, que vous connaissez bien, hein, le Cameroun. Je connais bien, et cet essai a été approuvé par les autorités de santé, par un comité d'éthique. Donc tout a été fait dans les règles. Ce qui pose problème quand même dans cet essai, c'est le fait que le consentement dit éclairé des personnes, est-ce qu'il est vraiment éclairé? Et dans ce cas particulier, c'est quand même choquant, c'est qu'on ne propose pas un traitement supplémentaire et à vie, en principe, si la personne s'infecte durant l'essai. Ça, c'est ce qui devrait être fait. C'est ce qui devrait être fait, ce qui est fait en général. Doit assurer quand même la prise en charge des gens s'ils sont contaminés. Absolument.
Bon, il n'y a pas de règles internationales, mais... Il y a quand même un consensus au niveau de l'OMS, par l'Organisation mondiale de la santé, aussi au niveau des associations nationales, la NRS par exemple en France, a une charte l'Agence nationale de recherche sur le sida, a une charte tout à fait précise, et en général, dans tous les essais faits sous son égide, impliquent ce traitement des personnes affectées dans un essai clinique de ce type. Vous nous dites que, certes, ce test est fait avec le consentement des autorités locales du Cameroun, mais enfin, on se demande si elles-mêmes étaient vraiment tout à fait éclairées. En tout cas, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait normales sur la façon de faire ce test. Alors, pourquoi ils font ça? Est-ce que c'est sous la pression économique, ou est-ce que c'est parce qu'ils se disent là, on est au Cameroun, personne ne verra rien, ou est-ce Non, que... je pense, pour montrer l'efficacité d'un tel traitement ou d'un vaccin, il faut prendre une population exposée, qui a donc un taux d'infection assez important par an, parce que l'essai va porter sur 12 mois. Donc il faut montrer que en 12 mois, il y a peut-être 1% chez le groupe traité et 4% par exemple sur le groupe témoin. Donc il faut forcément prendre des personnes qui sont exposées. Et là, on prend des prostituées camerounaises qui effectivement ont un taux d'infection important. D'un point de vue moral, c'est choquant, mais d'un point de vue scientifique, c'est nécessaire. Ça n'est pas tellement choquant si les personnes sont informées, si tous les comités d'éthique ont été consultés, etc. D'accord. Alors maintenant, vous travaillez à la Fondation mondiale de recherche, enfin vous la présidez d'ailleurs, de recherche et de prévention du sida à l'UNESCO. Donc quelques chiffres sur ce qu'est le sida aujourd'hui dans le monde. Le sida, c'est 39,5 millions de personnes qui sont infectées aujourd'hui, dont 25,4 millions rien qu'en Afrique subsaharienne. Donc c'est très important évidemment dans cette partie de l'Afrique. 5 millions de nouveaux cas l'an dernier en 2004 et 3 100 000 décès l'an dernier. Je disais rivalité économique aussi. Est-ce que là tous les coups ne sont pas permis justement pour mettre au point ce fameux vaccin? Non, je pense pas. Enfin, il me semble, si vous voulez, dans le cas du sida, que les grandes compagnies pharmaceutiques ont joué un rôle très positif. C'est-à-dire qu'elles ont travaillé, leurs équipes ont travaillé pendant des années pour mettre au point ces médicaments maintenant qui sont actifs sur le virus. Elles se sont entendues entre elles pour qu'on combine ces médicaments, ce qui n'était pas évident. Pour faire les fameuses trithérapies. Pour faire les trithérapies. Et le prix, évidemment, de ces médicaments est cher dans les pays développés. C'est le coût d'un traitement, c'est l'ordre de 10 000 $ par an. Mais elles ont compris quand même depuis un certain temps qu'on ne pouvait pas, évidemment, faire le même prix chez les pays pauvres, chez les patients des pays pauvres. Et là, le coût est entre 200 et 300 $ par an, avec l'aide d'organisations internationales, etc. Mais aussi, les compagnies ont quand même fait un gros effort. Et là, c'est pas avec la vente de leurs médicaments dans les pays en voie de développement qu'elles font beaucoup d'argent. C'est dans les pays développés, bien entendu. Et dernière chose, est-ce que l'enjeu, c'est quoi? C'est de faire un vaccin préventif? C'est de faire plutôt médicaments curatifs? Bon, les trithérapies sont importantes parce qu'elles empêchent souvent les gens de mourir, de faire des infections qui les font mourir, mais elles ne guérissent pas. Donc il y a un problème de recherche fondamental qui nous intéresse particulièrement. Pourquoi? C'est pas pourquoi on ne peut pas éradiquer, comme on peut éradiquer la tuberculose, par exemple, par un traitement de 6 à 9 mois. Là, le virus persiste, donc il faut faire des traitements complémentaires, surtout pour les pays africains. Un patient peut très bien accepter de faire un effort pour payer un traitement d'1 an, par exemple, mais pour le faire 10 ans, il ne pourra pas. Donc, il faut trouver des relais. Donc, c'est important de faire une recherche de traitements complémentaires. Et parmi ceux-là, il y a le vaccin thérapeutique. On peut le proposer avec quelques modifications pour prévenir, parce qu'il faut bien voir que la transmission du virus du sida est essentiellement sexuelle, mucosale. Donc, on ne peut pas totalement utiliser un vaccin thérapeutique qu'on va injecter. Mais on peut quand même modifier à partir d'un vaccin thérapeutique qui essaie de montrer le meilleur, modifier pour faire un vaccin préventif.